en plus de cela, bon, là, j'ai donné une conférence de presse là-dessus vendredi dernier. J'ai signalé quand même quelques réserves. Première réserve, c'est que dans cette série d'articles, il est très peu fait mention des travaux des historiens haïtiens. Mhm. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de travaux qui ont été menés depuis l'époque de 1825 jusqu'à aujourd'hui par des historiens haïtiens. Et je peux, par exemple, citer Suzy Castor, pas Suzy Castor, bon, Suzy Castor aussi en a parlé, mais Gousti Gaillard, qui a publié un livre extrêmement important qui montre la relation de la dette avec d'autres éléments du système de domination. Et ça, c'est très important. Et c'est une des lacunes aussi de l'article, c'est que l'article ne montre pas que, en fait, la dette est l'un des piliers, mais qui est interrelié à d'autres dimensions. On ne peut pas comprendre la dette si on ne fait pas la relation, par exemple, avec la militarisation, la domination militaire, la relation avec les accords de libre-échange, les relations avec d'autres types de procédés. Et le livre de Gousti Gaillard montre comment on utilise la dette, on utilise les retards de paiement d'Haïti pour piller la production caféière, qui était la principale exportation d'Haïti à l'époque, et comment la France disait, bon, vous êtes en retard, vous ne pouvez pas payer le service de la dette, donc on va acheter votre café 3 fois moins que son prix normal sur le marché international. Donc, la production caféière haïtienne, qui représentait une performance économique importante à l'époque, parce qu'il faut rappeler qu'au 19e siècle, on avait atteint une production caféière supérieure à celle qui existait même pendant la période coloniale, et qui représentait une source importante de rentrée de devises. Cette production caféière a été systématiquement pillée par la France en utilisant la dette comme support. Et en plus, la France aussi obtenait des privilèges pour les bateaux français arrivant dans les ports haïtiens qui payaient des taxes, des impôts inférieurs aux autres navires. Donc voilà tout un système qui se met en place et l'article ne permet pas de comprendre comment la dette est un des piliers de ce système et comment la dette est interreliée avec d'autres mécanismes. Ça, c'est une première critique. Bon, il faut dire aussi que les historiens haïtiens ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu, par exemple, l'appellation rançon de l'indépendance a été lancée par un historien haïtien dès le 19e siècle. Okay? Et la deuxième réserve, c'est sur le fait, enfin la troisième réserve, donc première réserve, c'est le fait qu'on n'utilise pas du tout les travaux des chercheurs haïtiens, ou très peu. Deuxième réserve, c'est qu'on ne montre pas que la dette est l'un des mécanismes dans un système beaucoup plus complexe de domination. Et la troisième réserve, c'est qu'il y a un silence total sur les processus de résistance du peuple haïtien face à la dette. Parce que le peuple haïtien s'est toujours soulevé contre les paiements, les remboursements du service de la dette. Et là, on peut citer deux exemples. Lorsque les Américains ont envahi Haïti en 1915, quelques années plus tard, ils ont imposé une nouvelle dette qu'on appelle les emprunts de 1922, avec des conditions tout à fait inacceptables. Et à cette époque, il y a eu un soulèvement pratiquement de tous les secteurs haïtiens contre cette dette. Non seulement il y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, il y a eu des sit-ins, il y a eu des journalistes, même du Nouvelliste par exemple, qui avaient protesté contre cela, et même des fonctionnaires de l'État ont donné leur démission pour protester contre la signature de cet emprunt-là. Et il y a aussi, après 1825, quand l'État haïtien embarquait sur des navires, des caissons, et pour payer le service de la dette, il y avait des manifestations face au quai à la rade du Port-au-Prince où les gens disaient qu'il ne fallait absolument pas rembourser, il ne fallait absolument pas payer et que la France demande des sous, nous devons répondre avec des boulets de canon. Il y avait même une chanson qui était devenue très populaire au niveau de la population pour répéter nous devons répondre avec des boulets de canon. Donc voilà, donc il y a tout un processus de résistance, n'est-ce pas, sur la question de la dette. Il y a toutes les mobilisations qui ont été menées aussi, par exemple, vers les années 2000, lors de la grande campagne pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde, où il y a eu Haïti, la pétition mondiale exigeant l'annulation à l'horizon 2000. Haïti fait partie des 8 pays où il y a eu, par tête d'habitant, le plus de signatures obtenues.
avec de grandes manifestations socioculturelles. Par exemple, nous, au niveau de la PAPDA, on a organisé des manifestations socioculturelles au niveau des places publiques les plus importantes avec la participation des plus grands orchestres haïtiens. Il y a une de ces manifestations qui a été diffusée en direct par la télévision nationale, etc. Donc, il y a tout un processus de lutte continue et l'article fait allusion seulement à la demande de restitution et de réparation produite par Aristide le 7 avril 2003, mais ne montre pas que ce cri d'Aristide rentre dans tout un processus de résistance et de mobilisation. Donc voilà, ce sont les trois principales réserves que nous avons, mais je pense que c'est un événement important et c'est surtout comment les acteurs haïtiens et les acteurs qui sont solidaires avec les causes du peuple haïtien peuvent utiliser cet article pour que ça ne s'arrête pas comme un simple événement médiatique passager, mais que ça soit justement le point de départ d'un nouveau récit sur Haïti et le point de départ de l'élargissement des processus de solidarité avec le peuple haïtien qui vit aujourd'hui des moments extrêmement dramatiques face à la violence exercée par l'oligarchie et l'impérialisme.